Mais lorsque la police, qui protège les citoyens, bastonnait les étudiants à Buea, justement, lorsque la police, qui protège les citoyens, bastonnait les avocats, lorsque tout ceci a commencé, nous n'oublions pas, novembre 2016, M. Franklin Djoumé, regardez le ton, en fait, peut-être pas regarder, écoutez, ce ton si charismatique, cette voix, en ce moment bien précis, il y a 2 ans, aurait justement pu apporter aussi une solution. Du coup, nous sommes tous un peu responsables de tout ça. Parce que lorsqu'il faut parfois frapper du poing sur la table, lorsqu'il faut se lever comme un seul homme pour dénoncer une situation, eh bien, il y en a qui fignolent. Parce que souvenez-vous du débat qu'il y avait eu à l'époque, lorsque le drapeau a été brûlé. Que d'éditoriaux, que de bon sens, que de personnes éclairées et intelligentes qui étaient montées au créneau pour dire non, on ne peut pas brûler un drapeau. Et moi, à l'époque, j'avais dit, le drapeau, au-delà de tout, c'est une étoffe. Et que jamais on ne pourra mettre sur la balance un individu que l'on bastonne gratuitement, qu'on tue, qu'on roule dans la boue, une étudiante, qu'on déshabille et qu'on roule dans la boue, ça ne peut pas peser moins qu'un drapeau. Et que tous ceux qui se levaient à l'époque pour défendre le drapeau, je leur ai dit, nous tous, nous savons qu'un drapeau n'a de sens que parce que les citoyens sont en dessous. Donc lorsqu'on a humilié un citoyen injustement, il faut monter au créneau avec la même violence et non pas se taire hypocritement et attendre que ça dérive de l'autre côté pour montrer qu'on a du bon sens. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il faut éviter la guerre civile. Là, on commence, la situation commence donc sérieusement. D'ailleurs, ça s'est compliqué depuis, vous devez le savoir. J'ai passé une journée à Batibo. J'ai passé 2 heures sous un lit parce que les armes crépitaient des 4 côtés de la maison où on était. J'ai dû sortir de là dans des conditions kafkaïennes. J'ai même envie de dire qu'on a eu pitié de moi pour que je sorte de là. J'avais jamais vu de ma vie quelqu'un qui vient de mourir d'une balle. Le traverser et m'enfuir en quelque sorte. Et quand je suis rentré de là, j'ai dit, nous qui sommes de ce côté, j'ai l'impression que nous ne mesurons pas ce qu'il y a de l'autre côté. Quand vous entrez dans une ville comme Batibo, qui est une ville complètement déserte, comme dans des films du Far West, vous ne croisez que des militaires, d'ailleurs vous ne les croisez pas. Vous les voyez derrière des sacs de sable. Comme en guerre, il n'y a pas âme qui vive. Tout est fermé, même les églises. Les quelques citoyens qui y vivent sont cloîtrés dans leur maison, du matin au soir. Les policiers et les militaires sont dans un état de détresse. Je n'ai même pas voulu dire un mot plus gros. Parce que vous vous imaginez que lorsque vous êtes militaire ou policier, et que vous êtes dans un poste, un checkpoint, vous faites un poste de contrôle, en fait vous êtes exposé. Parce que vous avez un ennemi qui lui vit dans la forêt. Et qui de là où il est, peut-être perché sur un arbre, peut-être dissimulé derrière un tronc d'arbre, lui il peut vous observer pendant que vous ne le voyez pas et tirer à tout moment. Du coup, les policiers et les militaires qui sont de ce côté sont dans un état que vous ne vous imaginez même pas. Pour un rien, ils dégainent aussi. Si vous tardez 1 seconde, il peut tirer sur vous. On a même vécu des situations, je suis allé rendre visite à l'épouse du principal du collège, du lycée protestant de Bali, qui a reçu une balle dans la cuisse, simplement parce qu'elle rentrait de Bamenda, parce que j'étais déjà à Bamenda la veille où il y avait eu 4 morts, où les ambazoniens sont entrés en fin de journée carrément sur des motos. Et elle est donc rentrée précipitamment, elle arrive à la barrière avec le même véhicule qu'elle a depuis plus de 5 ans avec son époux. On lui dit stop, elle stop, en fait son époux conduisait. Le temps qu'un policier vienne vérifier, un autre avait ouvert le feu. Et elle a pris une balle dans la cuisse. Et tout le monde en était étonné. Et le premier à se fondre en excuses, en réalité, c'était le policier lui-même. Bon, apparemment, la balle était partie comme ça. Et la dame elle-même m'a dit, au fond, je ne peux pas en vouloir à ce policier parce que j'ai vu ce jeune policier. J'ai senti dans son regard, d'abord la confusion, le regret. Et puis finalement, vous vous dites, ces gars, ils sont dans un état psychotique qui n'est plus normal. Donc, je lance encore un appel à l'endroit et des décideurs, et des populations, de tout le monde, mais surtout des décideurs, parce que on est dans l'impasse. Et la situation, c'est une situation, je pense encore que c'est par le dialogue. Départissons-nous de l'orgueil et de tout le reste. Ce qui se passe dans cette partie du Cameroun, là, ceux qui nous disent, vous allez aux élections, vous parlez d'élections alors qu'il y a 2 régions qui sont en détresse, je vous assure, c'est très compliqué. Donc, le monsieur Djoumé que j'écoute, qui parle du sud-ouest, il a dit sud-ouest 10 ou 15 fois. Sud-ouest, sud-ouest, sud-ouest. Il a même tendance à accuser le nord-ouest.
On ne sort pas de l'auberge. Parce que c'est effectivement ça aussi qu'il faut éviter. Si maintenant on oppose ou s'oppose les anglophones du sud-ouest aux anglophones du nord-ouest, ça pose un problème. Parce que ce qui insidieusement ressort dans son propos, c'est que nous au sud-ouest, on n'est pas dans cette affaire. L'Ambazonia, c'est le nord-ouest. Ok. Mais en même temps, il souhaite la bienvenue à ses compatriotes bamileke, qui sont effectivement aussi et du nord-ouest et du sud-ouest, comme tous les autres d'ailleurs. Les communautés musulmanes dont il parle, il y en a aussi au nord-ouest. Donc je comprends sa colère, je comprends sa détresse. Et c'est ça qu'il vaut mieux retenir, surtout la détresse. Parce que dans la colère, il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles il vaut mieux ne pas s'accrocher. C'est un humain. Surtout, enfin, peut-être pas surtout, là il accuse le SDF par exemple. Il vous dit, aucun élu du SDF n'a subi ci, n'a subi ça. Non. Je pense qu'il faut faire attention à tout cela. Parce qu'en réalité, les victimes de cette affaire, elles se recrutent de partout. Mais maintenant, on ne peut en réalité disculper personne. On ne peut prendre la défense de personne. Mais c'est un appel aussi certainement au SDF. Donc c'est le fief politique. Eux aussi, ils doivent prendre véritablement leurs responsabilités. Mais cela, je suis sûr que c'est ce qu'ils me répondront, c'est que l'État doit aussi les aider. Moi, en somme, ce que je veux dire, et ça, je me réjouis du début du propos lorsqu'il parlait d'intégration. Le Cameroun, Cyril, n'est ni anglophone ni francophone. Là, quand même, j'ai envie de rejoindre le professeur Daniel Aboua qui a publié un ouvrage là-dessus, au moins en partie. Avant 1916, nous n'étions même pas germanophones. Il a fallu que l'Allemagne perde la Première Guerre mondiale et que le 4 mars 1916, nous soyons malheureusement un butin de guerre et que nous soyons partagés entre deux vainqueurs d'une guerre, la France et l'Angleterre. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation parce que malheureusement ou heureusement, la langue est un vecteur. Quand vous vous exprimez en anglais, ben, vous êtes anglais en quelque sorte. Vous vous exprimez en français, vous êtes français en quelque sorte. Nous sommes durablement marqués par les deux systèmes. L'indirect rule d'un côté, l'indigénat de l'autre. Les uns sont plus soumis que d'autres. C'est vrai. C'est des marqueurs culturels, anthropologiques. Je suis d'accord. Mais chez les francophones, il y a les Bamileke, les Bassa, les Etoun, les Ewondo, les Mbamois. Comme chez les anglophones, il y a les Bakweri, les Magnou, les Widikoum, les Woum et autres, qui sont en réalité une mosaïque tout à fait comparable à la nôtre. Nous sommes une grosse mosaïque. L'identité du Cameroun, c'est la diversité. Et on ne peut pas se mettre en guerre les uns contre les autres, parce que ce qui nous divise, c'est une chose dont nous avons hérité le 4 mars 1916, c'est-à-dire deux langues, l'une française, l'autre anglaise. Je crois qu'il faut, et c'est pour ça que je ne peux pas accepter, qu'on se mette aujourd'hui dans une situation nord-ouest contre sud-ouest. Parce que là encore, ça va envenimer davantage la situation. Et je condamne avec la dernière énergie toutes les dérives qui ont lieu dans cette affaire. Ces kidnappings dont j'entends parler désormais. Et quand je me trouvais à Batibo, justement, ceux qui m'y avaient amené me disaient, tu n'as même pas idée du prix que tu peux valoir. On doit tout faire pour que tu ne te retrouves pas en situation d'être kidnappé ici. Parce que, je sais pas, il me le disait à Ariane, on ne sait pas combien on pourra cotiser pour te sortir de là. Donc apparemment, c'est des choses qui se font. On kidnappe des gens, on prend des rançons. La criminalité est devenue gratuite. Aujourd'hui, enfin, vous ne savez même pas combien de gens meurent tous les jours. Et surtout que maintenant, aussi, enfin, je ne sais même pas, c'est un glissement qui est très dangereux. Dans une partie, notamment cette partie-là, vous savez, ils agressent même de moins en moins les populations. Et je peux comprendre le cri de M. Ndjoumé parce que en fait, c'est un cri économique, ville morte, Ghost Town et autres. Les véritables cibles depuis un certain temps, c'est surtout l'État, ceux qui incarnent l'autorité de l'État. Les policiers, les militaires. Et si vous voyez les décomptes des morts et des blessés actuellement, même dans les réseaux sociaux, vous voyez un commissaire, un officier de police, un militaire, ainsi de suite. On ne dit même pas tout. Sans compter maintenant d'autres dérives, des personnes réputées complices, parfois qui sont étêtées carrément, égorgées, et ainsi de suite. Donc, et puis évidemment, les militaires qui eux-mêmes en détresse, lorsqu'ils peuvent éliminer, ils éliminent, lorsqu'ils peuvent tirer, ils tirent. Non. Moi, j'ai échangé avec des gens là-bas, et des chefs traditionnels. Tout le monde en a marre. Les populations, ils en ont marre. Les policiers eux-mêmes, les militaires, ils en ont marre. Je parle d'une chose que j'ai vécue. Et tous me disaient, écoute Cabral, c'est toi qui fais la politique. Comme tu rentres sur Yaoundé, tu as eu la chance, tu as vécu toi-même. Parce que quand j'y entré, les militaires que je croisais me disaient, toi seul, tu sais ce que tu viens chercher ici, mais tu verras ce que tu es venu chercher. Et lorsqu'ils m'ont vu rentrer, après Bali notamment, ils m'ont dit, ah tiens, apparemment tu as trouvé ce que tu allais chercher. Maintenant, rentre dire à tes camarades politiciens que nous, on en a tous marre. On veut sortir. Et tout le monde est unanime que la solution, elle est politique.
c'est aux décideurs politiques, Cyril Bojiko, de descendre de leur pédestal, de se départir de l'orgueil, du mépris et de tout le reste, pour que le Cameroun soit sauf. J'ai envie de partager ce matin le cri de colère et le cri de détresse de M. Franklin Djouma. Et sur Radio Balafon, il est 8h. Mais un policier m'a dit que quand il demande à demander la rançon, ceux qui sont déjà faibles. Quand il demande à kidnapper ceux qui sont devenus faibles, il n'y a plus, ils sont en train de travailler. C'est qu'on a éliminé Aïvoyer, non? On a tué Aïvo, le général. Le gars là, oui. Okay. Moi, c'est le compte d'affectation spéciale qu'on a créé au ministère de la Culture depuis l'an 2000, où on vire 1 milliard tous les ans. Tous les ans, oui, bien sûr. Des groupes comme ceux-ci, Oui. l'État devrait en faire des fleurons. Des fleurons, oui. Des fleurons du label Cameroun. Et dans toutes les régions du Cameroun, dans toutes les ethnies, parce qu'en réalité, il faut un travail aujourd'hui. Il faut répertorier, il faut un répertoire de notre richesse culturelle, un almanach de notre identité, qu'on sache c'est quoi le babantou. C'est pour ça que d'ailleurs je pense qu'il faut reconfigurer les chefferies traditionnelles pour qu'elles deviennent des chefferies, des sanctuaires de notre culture. Quand vous voulez savoir qui est Babouantou, qui est le Babouantou, d'où vient-il, y compris le jeune Babouantou qui vient de naître. Oui. D'où est-ce que je viens, qui est mon père, qui est ma mère, quels sont mes ancêtres, quelle est notre mythologie, quelle est notre histoire, est-ce que nous avons des héros? Nous n'en savons strictement rien. Moi, je me demande, un jour je demandais à un des gars de mon équipe qui est du Nord, je lui ai demandé, on nous demande d'être intégrés. Mais Mokhtar, c'est son nom, je lui dis Mokhtar, je ne te connais pas, en fait. Tout ce que je sais de toi, c'est que tu es comment on appelle, après, Menganga, voilà. Oui. Il est de la Damawa. Je lui dis, Mokhtar, tout ce que je sais, c'est que tu es de Menganga. Mais en fait, je ne te connais pas. Parce que venir de Menganga, c'est venir véritablement de quelque part. C'est quoi l'histoire de Menganga? C'est quoi votre histoire? Qui était votre chef? Bon, il m'a dit, Ousmane Danfodio. J'ai dit, oui, frère. On l'a tous appris en histoire, mais je veux savoir quelle est ta mythologie. Parce que nous citons la mythologie grecque, nous citons la mythologie romaine. Vous savez, il faut aujourd'hui des films, des dessins animés sur nos héros, sur nos cultures. Il faut aujourd'hui des dessins animés sur les Mbamois, sur les Babouantous, sur les Bafoussam, sur les Widikoum. D'ailleurs, c'est ça qui va accélérer l'intégration. Vous savez, quand vous regardez Game of Thrones, par exemple, c'est une série très célèbre dans les réseaux sociaux, Game of Thrones. Ouais. Qu'est-ce que vous... Vikings, c'est une autre série. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? L'histoire de la mythologie irlandaise. L'histoire des Romains. C'est-à-dire, ils reconstituent leur histoire avec leurs héros d'antan et en font quelque chose d'attrayant, mais aussi d'instructif, mais surtout d'absorbant pour les autres. Parce que c'est ça le piège de la mondialisation. Bien sûr. Nous, qu'est-ce qu'on a à offrir? Nous aussi, nous devons inculquer ça à nos enfants. Il faut qu'en grandissant, nous sachions connaître l'autre. Par exemple, tu es d'où, Cyril Bojiko? Je suis de Bamboutos. Bamboutos. Ben, je voudrais connaître l'histoire de Bamboutos. Et je ne devrais pas faire trop d'efforts pour ça. Parce que s'il y avait un dessin animé sur l'histoire de Bamboutos, s'il y avait un film, ou des séries, où on parle de Bamboutos, c'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, il y a des séries là qui sont diffusées dans des chaînes locales. Oui. C'est pour ça qu'elles connaissent beaucoup de succès. Oui, oui. Parce que souvent, elles reviennent sur cette identité. Exactement. Pourquoi les films nigérians connaissent autant de succès aujourd'hui? Parce que c'est leur histoire. Parce qu'ils racontent l'histoire du Nigeria, l'histoire de l'Afrique, partant. Oui. Donc, je pense que nous devons nous décomplexer. Ça a même influencé les tenues. Vous allez voir les femmes camerounaises qui portent des foulards attachés à la nigériane. Mais voilà. Nous avons une façon ici d'attacher nos foulards selon les régions au Cameroun. Pourquoi Yemi Alade a du succès? Parce qu'elle est totalement africaine, cette musicienne. Oui. Et vous voyez aujourd'hui le succès qu'elle a dans le monde entier. Pourquoi Youssou N'Dour? Moi, j'ai eu la chance d'assister à Dakar. Je le dis parce que tout à l'heure en off, on commentait le balafon qu'il y a dans cette chanson que nous sommes en train de suivre. J'ai assisté à un concert fermé. J'y étais pour une expertise, on nous a organisé un concert fermé, on était 100. Dans un hôtel, Youssou N'Dour avec toute son équipe, 100 personnes. Je pense qu'on était maximum 10 Africains. Tout le reste, c'était des Blancs. Mais il faut voir le déploiement culturel de Youssou N'Dour. Et là, ces gars-là, ils ont leur... le petit tambour qu'ils ont à l'aisselle. Mais ce gars... Quand il danse le mbalax là, vous passez 2 heures, vous sortez de là, pas les histoires qu'on dit farotage. C'est-à-dire, même si ton argent était caché où, tu vas le donner.
tellement c'est beau, c'est africain. Et tu te dis, mais tiens, au Cameroun, on pourrait faire ça. Oui. Que de se laisser aliéner. Donc voilà, en réalité, mais bon, comme on le disait tout à l'heure, il faut des gens qui croient en eux, qui croient au Cameroun, qui sont conscients de la richesse qui est la nôtre, parce qu'on peut industrialiser ça. Ah oui, bien Vous sûr. savez, ces dames qui chantent là, les Remé Stars. Oui. Mais voilà les sources de devises. Oui. Nous devons les vendre. Souvent, je regarde nos chaînes publiques que nous finançons, nous tous, vous et moi, et je me dis, mais quelle est la place du Cameroun dans tout ça? Quelle est vraiment la place du Cameroun dans tout ça? Il faut régler ce problème-là véritablement. Il faut vendre notre culture. Il faut qu'elle soit le creuset de notre identité. Et notre identité, c'est la diversité. Merci beaucoup, Caval Lévy, pour cette incursion dans la culture. J'annonce également que c'est ce jour que commence à Berthois, le Festival des Arts et de la Culture. C'est jusqu'à samedi prochain. On va se déployer de ce côté-là. On verra ce que ça va donner forcément. Que s'il y avait des ateliers de réflexion. Il faut saluer la résurrection de ce projet qui était décédé jusqu'ici. Mais bon, évidemment. Ça fait toujours en période électorale. Et maintenant, il faut voir comment c'est organisé. Ce n'est plus un rendez-vous annuel. C'est plus un rendez-vous. D'abord, excusez-moi de le dire. Je ne suis pas sûr que si vous croisez 10 Camerounais là dans la rue, vous leur demandez s'ils sont au courant que le FENAC a commencé, ils vous le diront. Non. C'est déjà un problème. Parce que si c'est vraiment le Festival national des arts et de la culture, tout le Cameroun devrait vibrer au rythme de ce festival. Vous avez souvent vu quand c'est organisé dans d'autres pays. Oui, c'est une fête nationale. La communication seulement qu'il y a autour est telle que chacun d'entre nous, d'abord ça devrait être diffusé en direct, dans la plupart des télévisions qui existent. C'est un travail. Mais alors, allons savoir comment c'est organisé. Est-ce que ce n'est pas encore une affaire où on entendra que le TCS est allé faire des enquêtes? Et là, c'est toute la question justement. Et nous parlons politique alors qu'il est 8h passé de 33 minutes sur l'ensemble du territoire. C'est avec la candidature du président Biya arrivée en fin de semaine dernière. Ce n'est plus une surprise. Le président Paul Biya se rappelle et bien candidat à sa propre succession. Il est en course pour la présidentielle. Maurice Kamto a déposé tard vendredi soir son dossier de candidature à Elecam. Et ce jour, on annonce Adamou Damdjoya, âgé de 81 ans. Adamou Damdjoya, ancien ministre président de l'UDC, va officiellement acter sa candidature. Ce sera ce jour. Alors, Cabral Lévy, ce week-end déjà, il y a eu des incidents du côté de Marois. Le MRC, très en colère contre le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, on l'a vu brûler un t-shirt et des gadgets du MRC. Alors, est-ce que c'est fair play en politique de voir un président de l'Assemblée nationale qui brûle les tenues d'un parti de l'opposition? Pourquoi particulièrement le MRC? Je ne sais pas si vous avez suivi d'autres bruits concernant cette affaire. Effectivement, j'ai suivi cette affaire et j'en ai été heurté. En fait, si été un autre parti ou une autre association, que j'aurais été heurté avec la même intensité. Il ne s'agit même plus seulement d'une affaire de fair play. C'est de la criminalité, tout simplement. Fait, je veux quand même comprendre au moment où nous parlions, il y a juste quelques instants encore de la crise anglophone. Nous venons d'écouter une chanson, La main dans la main. Oui. Nous parlons de paix, nous parlons de cohésion, nous parlons de galanterie politique, nous parlons de démocratie. Comment ça se fait? Je veux bien que le RDPC s'oppose à un parti politique. Je veux bien que le président de l'Assemblée nationale, qui est par ailleurs un haut cadre du parti au pouvoir, se déploie sur le terrain contre notre parti politique. Je veux même qu'il rachète les militants d'un parti politique, qu'il les convainque d'abandonner leur parti politique pour rejoindre le sien. Mais de là à brûler les symboles, c'est de la haine qu'on véhicule. C'est parce que vous savez ce que c'est que brûler l'habit, brûler une maison, brûler quelque chose. C'est de faire disparaître la chose. Donc en brûlant les t-shirts ou quelque objet appartenant à un parti politique, ça veut dire que votre objectif n'est pas de gagner, de battre ce parti aux élections, mais c'est de le faire disparaître complètement. Mais quelle démocratie on veut construire en faisant disparaître les concurrents? Ce n'est plus la démocratie. Mais en réalité, enfin, moi, comme on parlait de solidarité tout à l'heure, sur des questions comme celle-là, il doit y avoir en réalité un sursaut collectif. Parce que là, hier, c'était moi. Ça arrive tous les jours, les dérives de ceux qui tiennent les rênes du pouvoir au Cameroun. Ça arrive tout le temps. Les réunions publiques qui sont interdites, les manifestations publiques qui sont réprimées, les droits qui sont bafoués. Et là, le bouchon, on le pousse chaque jour un peu plus loin. Donc je condamne effectivement avec la dernière énergie cet acte d'une haute personnalité politique, quand même de surcroît la 3e, je crois, de la République ou la 4e, je ne sais plus, avec l'avènement de nouvelles institutions, quelqu'un qui incarne quand même l'autorité d'une des chambres du Parlement,
et aux côtés de qui je crois il y avait un ministre. C'est un acte absolument répréhensible, un acte condamnable. D'abord, juridiquement, j'ai envie de le dire, et surtout politiquement, je ne sais pas quel est le signal qu'on envoie au moment où nous entrons véritablement dans une période électorale. C'est regrettable. Justement, le professeur Moïse Kamto, par la voix de quelques-uns de ses collaborateurs au sein de son parti, a dit qu'il avait peur pour ses militants, parce que si déjà un homme aussi puissant, hyper puissant que le président de l'Assemblée nationale en vient à brûler les symboles du MRC, c'est dit qu'attenter à la vie de ceux qui soutiennent ce parti de ce côté-là, est-ce qu'un cas comme ça devrait intéresser le Conseil constitutionnel? Ou non. Parce que justement, c'est quand même un chef traditionnel, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est un haut cadre du parti, c'est un dignitaire de Tokobéré et partant de tout l'extrême nord du Cameroun. Est-ce qu'on peut défier un tel personnage avec un tel comportement? Est-ce que ce n'est pas de l'intimidation? Est-ce que ça devrait intéresser quand même quelques juridictions pour le fair play politique? Non, nous sommes tous égaux devant la loi. Surtout que là, en l'occurrence, il agissait sous la bannière d'un parti politique. Donc quand je disais non, quand vous m'avez parlé du Conseil constitutionnel, parce que les modalités de saisine du Conseil constitutionnel sont connues. Le champ de compétences du Conseil constitutionnel est connu. Il y a la question électorale, la question des conflits de compétences, la question de la constitutionnalité des lois. Mais a priori, le Conseil constitutionnel, qui est aussi l'organe régulateur, effectivement, du jeu politique et du jeu démocratique, doit même en réalité s'auto-saisir sur des questions comme celle-là et procéder tout au moins à un rappel à l'ordre au moment où nous avons... Parce que imaginez un seul instant les représailles de cela. C'est-à-dire que si chaque personnalité devrait s'autoriser ce type d'acte, ça veut dire que d'autres pourraient donc brûler les pagnes du RDPC, quelque part. Alors, j'espère que le jour où ça va arriver, c'est ce que je disais de M. Franklin Djoumé tout à l'heure. Parce que lorsque ce type d'acte se produit, j'attends toujours d'écouter des éditoriaux dans les médias. Je n'en écoute pas. En tout cas, peut-être ça m'a échappé. J'attends toujours de voir que des gens très bien pensants et de grands intellectuels montent au créneau. Ben, je ne vois pas. Mais le jour où un autre parti politique va donc déchirer quelque part ou enflammer les pagnes ou les t-shirts du RDPC, vous verrez donc tout ce qu'il y a comme gratin intellectuel de ce pays monter au créneau pour vous dire que c'est de la barbarie, c'est de ceci, ou il s'agit de ceci ou de cela. Donc, en réalité, que ce soit le Conseil constitutionnel ou toutes les autres institutions qui sont directement ou indirectement concernées par la question électorale, la question de la régulation du jeu politique, devraient monter au créneau pour regretter un tel acte. De toute façon, en ce qui me concerne, nous, à 11 millions de citoyens, nous, au Parti Univers, en ma qualité de candidat à l'élection présidentielle, je puis vous dire que c'est un signal qui me heurte au plus haut point, indépendamment de ce qu'il s'agisse de deux partis concurrents, mais je ne souhaiterais surtout pas que cela arrive. Et si jamais ça nous arrivait, nous autres, je ne peux pas vous garantir que je réussirai à contenir la colère de mes membres ou de mes militants. Mais vraiment, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut que certains sachent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. C'est un peu ce que Franklin Djoumé disait tout à l'heure. Parce qu'il y a toujours un glissement dans ce pays où certains, parce qu'ils sont protégés par l'immunité ou l'adhésion ou leur appartenance à un groupe ou à un camp, pensent qu'ils doivent faire aux autres ce qu'ils veulent. Parce que rien ne leur arrivera jamais. Et lorsque vous voulez faire la même chose, ben, on vous oppose tout ce qu'il y a comme gendarmes, policiers et tout le reste. Mais il faut savoir que c'est comme ça que la crise anglophone a commencé. Parce que certains pensaient qu'ils peuvent bastonner les avocats, pensaient qu'ils peuvent bastonner les enfants d'autrui qui étaient étudiants à l'université de Buea. À l'époque, ça ne dérangeait personne. Lorsque les gens sont entrés en brousse et qu'ils ont commencé eux aussi à bastonner les enfants des autres et à bastonner les autres, là c'est devenu criminel. Voilà comment ça commence à chaque fois dans ce pays. Les instances qui doivent s'auto-saisir, notamment le président, le procureur de la République, pour un acte public de cette nature, devraient s'auto-saisir de cette affaire pour que les auteurs soient punis. C'est pas normal ce qui a été fait. Mais vous voyez, tout le monde est... Est-ce que le procureur a le toupet de pouvoir appeler à l'ordre? Mais puisque c'est un acte infractionnel, c'est un acte infractionnel. Et le code de procédure pénale donne compétence à un procureur de la République de s'auto-saisir pour un acte qui a été commis publiquement, comme celui-là, ou dénoncé publiquement. Donc attendons toujours de voir. Mais je comprends pourquoi vous me posez la question. Oui. C'est que trouvera-t-il les couilles pour le faire? Évidemment non. Sauf qu'il va vouloir trouver les mêmes couilles lorsque s'agira des représailles. C'est là où ça se gâte. Parce que lorsque le faible, mais c'est ça, il faut qu'on sorte de la République des forts. C'est pour ça que je me bats à Cyril Bojiko. Et c'est pour ça aussi que je suis combattu. Parce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'un faible vient chercher dans les choses des forts? Mais non,
Il faut qu'on sorte de cette république. Il faut que pour une fois, nous soyons tous égaux devant la loi. Vous savez, comme je parlais de Franklin Djoumé tout à l'heure, rappelez-vous, on a parlé en off tout à l'heure des émeutes de 2009. Le président du MRC, où était-il à l'époque? Il était ministre délégué à la justice. Et lorsqu'effectivement, les dérives qui ont été commises dans les émeutes de 2009, 2008. de 2008, Oui. ont été commises, et que les droits de l'homme ont été violés, et que des personnes ont été gratuitement battues, et tout le reste, je ne vous dirai, je vous apprends rien, vous étiez à Douala. À l'époque, qu'a-t-il fait? Évidemment, il se défend aujourd'hui, il était dans une situation où il n'avait peut-être pas voix au chapitre. Le devoir de réserve. Ouais, ben, c'est ça. Ah ben, je vous dirais donc que le magistrat, face aux agissements du président de l'Assemblée nationale, exerce donc son obligation de réserve. C'est de ça qu'il s'agit. De quelle réserve on parle, Cyril Bouchiko, lorsqu'on est dans des situations d'inhumanité? De quelle réserve on parle lorsqu'il s'agit de la vie humaine, lorsqu'il s'agit de l'humain? Même la réserve protège l'humain. Même la réserve protège l'état de droit. Mais il y a des situations devant lesquelles on ne peut exciper de rien du tout pour se taire. Donc, lorsqu'on le fait, quand il s'agit des autres, c'est ça le problème de la dérive dans un pays, comme dans une famille. Quand on fait du mal aux autres, d'ailleurs, il y a un vieux dicton qui le dit. Quand ça arrive à votre voisin, quand ça arrive en face, vous pensez qu'il faut se taire. En réalité, quand je dis qu'il faut un sursaut collectif, c'est ce qui est arrivé à Maroua. Mais moi, je le dis aujourd'hui, je m'en indigne. Mais je vais passer effectivement aux yeux de certains comme un idiot. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, comme tu en parles, ça veut dire que toi, tu es plus faible que les autres. Non, en fait, il faut faire comme si on n'a rien vu. Parce que le faire, c'est prendre la défense du MRC. Prendre la défense du MRC, c'est te mettre en dessous du MRC. C'est d'ailleurs ce qu'eux-mêmes ont l'habitude de faire. Parce que toutes les dérives qu'on subit, je vous prends un exemple. Lorsque tout un sous-préfet interdit le congrès, au cours duquel je devais être désigné candidat le 2 février, c'était le 3 février, en Gaoundéré. À l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Mes autres concurrents de tous les partis, peut-être pas tous, mais je peux vous les citer. SDF, MRC, je parle de leurs militants, mais pas de leurs responsables. RDPC et autres, il faut aller voir ce qu'ils disaient dans les journaux et dans les réseaux sociaux. C'est bien fait pour lui. D'ailleurs, lui, il se prend pour qui? Pourquoi il va en Gaoundéré? D'ailleurs, ce sous-préfet a certainement raison. Les affaires de Cabral Libi, c'est un pion du régime. Il faut bien voir. Ils ont tous pris la défense de ce sous-préfet, y compris aujourd'hui ceux qui écrivent contre Paul Biya. Mais quelles étaient les raisons à l'époque? Le sous-préfet disait c'est précoce. La raison du sous-préfet, c'était que c'était précoce de me désigner comme candidat à l'élection présidentielle. Il a interdit. Une dérive grave, une violation grave. Lorsque nous avons saisi la chambre administrative, lisez aujourd'hui ce que certains militants du MRC disent tous les jours dans les médias. C'est que Cabral Libi veut s'enrichir sur le dos des Camerounais. Pourquoi ils ont demandé 300 millions de dommages-intérêts? C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils propagent. Donc voilà, on est dans une affaire où, quand ça concerne l'autre, on ne se sent pas obligé d'être solidaire. Mais quand c'est nous, on veut la solidarité des autres. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je crois qu'il y a des terrains sur lesquels il ne faut plus amener des calculs politiciens parce qu'il s'agit de la République, il s'agit de nous tous. Parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé et que je ne veux pas que ça m'arrive. C'est pour ça que je condamne avec la dernière énergie ce type d'agissement et que j'appelle les autorités publiques qui incarnent l'autorité de l'État à prendre leurs responsabilités pour punir ce type d'acte. Parce que moi, je vous le dis, Cyril Bouchiko, le jour où on brûle un t-shirt du mouvement 11 millions de citoyens ou du Parti Univers, nous brûlerons le t-shirt de celui qui l'aura fait. Cabral Libi, avec nous ce matin, on parlera dans un instant de la présidentielle. Bon bagaille. C'est clair. Pourquoi pas Yaoundé? Non, en fait, pour vous dire la vérité, à titre personnel, je n'étais pas partant pour le défilé. Mais c'était peut-être formidable. Parce que je considère que ce sont des parades. Et moi, c'est le travail de fond qui m'intéresse. Et je voyais les dépenses. Parce que quand il faut défiler, il faut faire des t-shirts. Donc j'avais dit à mes militants, écoutez, moi, je n'ai pas d'argent pour faire des t-shirts. En revanche, ceux qui veulent défiler, ben, qu'ils s'organisent pour ça. Donc j'étais le premier surpris à voir les images affluer de tout le Cameroun. Je disais, mais tiens, donc, ils se sont organisés, ils ont fabriqué leurs t-shirts. Ah, ils ont défilé. Ils ont défilé. Mais pour Yaoundé, je n'étais pas d'accord parce que je considère qu'il y a des gens qui se battent pour aller parader devant le président de la République au boulevard du 20 mai. Vous voyez quelqu'un qui fait défiler 3000 personnes, 4000 personnes devant le président. Mais c'est les mêmes personnes qui, lorsqu'elles sont passées, courent rapidement, se mettent en rang de l'autre côté, prennent le t-shirt d'un autre parti politique, viennent passer. Et je me suis dit, mais à quoi ça sert? Donc moi j'ai dit, première chose, je ne veux pas payer quelqu'un pour défiler. Je ne veux pas de parade. Ceux qui veulent défiler, que ce soit véritablement les membres du mouvement qui s'organisent et qui défilent
parce qu'il faut célébrer la fête nationale avec les autres Camerounais. Bon, au finish, ça a laissé plutôt de beaux tableaux. Je suis content pour mes camarades. Alors, on est à quelques jours de la fermeture des candidatures pour la présidentielle. Est-ce que Kamal Libye a déjà fait acte de candidature? Acte de candidature, vous voulez dire déposer déjà ma candidature. Oui. Je n'ai pas encore déposé ma candidature. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas encore les 30 millions. Que faisiez-vous depuis Kamal Libye? Mais non, j'ai fait confiance au peuple. Vous savez ce que je faisais depuis. Je suis venu souvent dans ce studio. Oui. Je travaillais, j'étais sur le terrain. Il fallait déjà trouver un peu de moyens pour faire ce travail que vous nous voyez faire sur le terrain. Il fallait préparer les Camerounais à ce que je leur demande maintenant. Moi, j'ai fait confiance aux Camerounais. Monsieur Cyril Bojiko, je serai le candidat du peuple ou je ne serai pas candidat. Voilà ma posture, ce n'est pas nouveau. Alors, que faites Je dis ceci. Comment faire pour être candidat du peuple? Parce que lorsqu'on voit tous ces jeunes qui ont rallié votre cause, qui croient en votre politique, en votre programme politique, quand on voit ces milliers de jeunes qui ont défilé devant le gouverneur de la région du littoral, ils certainement vous incarnez leur espoir d'avenir. Et si vous n'êtes pas candidat, n'est-ce pas un acte de trahison? Mais pas du tout. Ou d'incapacité? Parce que ces jeunes que vous avez vu défiler, c'est déjà eux qui font des sacrifices pour que le travail de 11 millions soit fait sur le terrain. Vous avez lu tout ce qui a souvent été dit sur nous. Que nous recevions des financements d'ici ou de là. Parce que les gens étaient étonnés de voir, mais ces gens, d'où ils prennent l'argent pour faire ça. Bon, d'abord, nous, on n'avait pas besoin de milliards pour le faire. C'était d'abord nos efforts physiques. Cyril Bojiko, est-ce que vous savez que pour réunir 30 millions, il faut que 30 000 personnes cotisent 1000 francs. C'est-à-dire, même pas, c'est 1% de la population de Douala, parce que Douala, c'est un peu plus de 3 millions d'habitants. 30 000, c'est donc, je crois, 1%. Oui. Parce que... non. Oui, mais c'est ça. Oui, parce que c'est 10%. 300 000 qui est 10%. Oui. Donc, 30 000 personnes, je suis sûr que ce n'est même pas... Comment s'appelle ce quartier? Je suis sûr que c'est même pas toute la population de Bessengue. Nous sommes plus d'1 800 000 habitants à Douala Premier. Ok. Donc, je reste convaincu qu'en 2 jours, on peut mobiliser. Peut-être, le reproche que vous pouvez me faire, c'est la com autour. Peut-être. Oui. Mais moi, j'ai dit à mes camarades, 30 millions, nous allons les lever en quelques jours. Moi, j'avais même misé 3 jours. Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. On a déjà levé, au jour où je vous parle, au moment où je vous parle, depuis le 9, on a pu lever jusqu'à hier soir, on faisait les décomptes. Je crois qu'on était à un peu plus de 10 millions, je crois. Et il vous reste 20 millions. Il reste 20 millions. Et si je suis là ce matin, vous m'accordez la faveur d'être là ce matin, c'est pour dire à ceux qui m'écoutent, je suis dans la ville de Douala et ses environs. Cette affaire est même née à Douala. Je suis venu ici récemment célébrer le premier anniversaire de 11 millions de citoyens. Ça a commencé à Douala. Ces personnes que vous avez vues défiler, je m'adresse à elles. C'est pour ça que je vous dis, je serai le choix du peuple ou je ne serai pas candidat. Je lance un appel. Cyril Bojiko, je comprends. Comment va-t-on faire pour cotiser? J'aurais pu m'y prendre. Mais j'ai lu toutes sortes de colibés sur moi. Il y a un de vos confrères qui me disait sur la chaîne publique récemment, mais camarade, tu veux être candidat et tu quémandes de l'argent. J'ai suivi ça. C'est même sorti dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Les compatriotes d'autres partis qui ont de l'argent se moquent de nous. Et moi, je leur disais, et je le dis encore, lorsque Paul Biya arrive en 82, il n'est pas dans le classement Forbes des Africains les plus riches. Je ne sais même pas si ça existait déjà. Lorsque le président Ahidjo devient président en 1960, il ne fait pas partie du classement Forbes des Africains les plus riches. L'un comme l'autre, m'a-t-on dit, n'avaient même pas encore leur première maison. Donc ils étaient au même niveau que moi. C'est vrai qu'un ministre m'a répondu que les époques ont changé. Mais qu'est-ce qui a changé dans les époques? C'est juste qu'on veut disqualifier ceux qui sont justement comme Ahidjo et Paul Biya il y a 50 ans. C'est que les gens ont spolié l'État, ont créé une césure dans la société entre le clan de ceux qui peuvent avoir les moyens de faire un certain nombre de choses et les autres. Moi, je n'ai pas peur d'être du côté des indigents. Je n'ai même pas peur. Je n'ai pas honte de dire que je suis du côté de ceux qui n'ont pas l'argent. Mais je sais que ce côté-là, il a le plus grand nombre de Camerounais. Et qu'on n'a pas besoin, nous, d'être riches. On a juste besoin de faire le sacrifice en faveur de celui que nous choisissons pour qu'il porte nos aspirations. C'est pour ça que je dis à ceux qui nous écoutent, 1000 francs, si vous êtes 30 000 à donner 1000 francs, j'aurai 30 millions ce soir. Si vous êtes 300 à donner 10 000,
j'aurai 30 millions ce soir. Et moi, je n'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas illégal, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, vous savez, récemment, je regardais la télé et j'ai vu un meeting du RDPC, excusez-moi d'en parler, à Ezeka, je crois. Oui. Et puis, j'ai vu sur la tribune, excusez-moi, des visages bien connus, des sénateurs, des députés, des ministres et anciens ministres. Et au bout, ils ont cotisé, je crois, 20 millions pour le président de la République. Mais pourquoi ça n'indigne personne que le parti au pouvoir cotise de l'argent pour celui qui n'en a même pas besoin? Je n'ai même pas besoin d'aller citer Barack Obama, qui avait demandé 5 $, 10 $. Vous vous souvenez, vous qui êtes très cultivé, de cette tirade de Hillary qui lui disait au début de la campagne, écoute Barack, là on est déjà dans des choses sérieuses, des gens comme toi, c'est pas fait pour des gens comme toi. Parce qu'il était le pauvre petit sénateur de l'Illinois, ancien agent social. Mais les Américains ont mis Barack Obama à un niveau tel que dans l'histoire des États-Unis aujourd'hui, il est la 3e campagne la plus financée de l'histoire des États-Unis. Par le peuple. Par le peuple. Et moi, je pense qu'il faut revenir. Moi, je veux être le John Frundi de 2018. Parce que en 1992, John Frundi était riche de combien de milliards? D'ailleurs, j'entends souvent les gens dire qu'il était bibliothécaire, enfin, je ne sais plus, libraire ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont soutenu John Frundi, qui ont voté pour John Frundi, qui ne l'avaient jamais vu. Et j'entends dire qu'il avait même gagné les élections. Et qu'on les avait truqués pour qu'ils ne gagnent pas. Mais où est parti cet esprit de participation? Où est parti cet engouement populaire? Mais il faut réveiller ça. Donc ne me demandez pas d'aller embrasser le diable pour trouver 30 millions. Parce que ça aussi, je pourrais le faire. Mais oui, je peux sortir d'ici et faire ce qu'il faut pour avoir cet argent-là. Mais qu'est-ce que ça donnera? Moi, on m'a appris, l'éducation que j'ai reçue, c'est que la fourchette du diable est toujours plus longue que la tienne. Donc quand il a fini de piquer la patate, il peut piquer ton œil à un moment. Donc, je ne veux pas entraîner les Camerounais dans des compromissions que je ne pourrais pas supporter. Nous nous sommes préparés par les idées. Nous nous sommes préparés sur le terrain. Les Camerounais nous ont vus. J'ai fait 3 fois le tour du Cameroun, disant aux Camerounais, aidez-moi. Et je viens encore, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Sans honte, mais avec fierté, dire à ceux qui nous écoutent, aidez-moi. Je veux simplement porter vos aspirations. Je n'ai pas l'intention, je ne pense pas. Et d'ailleurs, Cyril, pourquoi on veut disqualifier ceux qui sont comme moi? Mais dans ce cas, dites donc dans la Constitution que seuls ceux qui ont été anciens ministres, ceux qui sont hommes d'affaires, ont le droit d'être candidats à l'élection présidentielle. Mais que ce soit réservé à Kadjido Fosso, à Fosso Victor, à Nana Danpulo. Puis je parle de Nana Danpulo parce que tout à l'heure, mais encore que quand on dit CDC fait du thé, je sais que Nana Danpulo fait du thé, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit. Maintenant, pourquoi on me disqualifie? Non, je ne me laisserai pas disqualifier. Et je reste convaincu, Cyril Bojiko, que d'ici demain c'est mardi, d'ici demain, on aura trouvé les 20 millions qui nous manquent. Et comment vous allez le faire pour trouver les 20 millions? Comment vont-ils se cotiser pour vous, Cabral Libye? Dans d'autres partis politiques, ils donnent des chèques, ils donnent au comité central. Mais vous allez faire comment? Est-ce que vous avez un compte? Est-ce que vous avez un moyen par lequel le Camerounais qui écoute maintenant et qui vous soutient peut envoyer ses 10 000, ses 5 000, ses 100 000, ses 30 000, ses 1000 francs? Alors nous avons créé des comptes associations et ça répond à votre question. Vous me demandez comment on s'est préparé. Ben, ça fait 2 mois qu'on s'est battu, on ne va pas se battre parce que c'est juste des procédures, à ouvrir des comptes associations à MTN et à Orange, ce qui sont les 2 sociétés de téléphonie mobile. Excusez-moi de faire leur publicité. Non, ça ne gêne pas. Donc, ceux qui nous écoutent et qui veulent envoyer leurs 1000 francs, leurs 2000, leurs 3000, je peux donner le compte? Oui, bien Orange sûr. Money, le code. Donnez. Parce que c'est un compte association, ça ne vient pas dans ma poche. Allez-y. Dièse 150, je reprends, dièse 150, étoile 4, étoile 7, étoile 160 447, c'est un code, étoile montant, étoile code secret, dièse. Je reprends, dièse 150, étoile 4, étoile 7, étoile 160 447, dont 160447, étoile montant, étoile code secret, dièse. Et je donne également pour MTN, c'est la procédure de ce côté relativement plus courte. Il y a un numéro de téléphone pour MTN pour faire le dépôt, 650 66 86 59. 650 66 86 59. Je peux même vous donner le compte bancaire puisqu'on a ouvert un compte. Bien sûr. Dans une banque de la place, tout comme je ne vous dirai pas ce qui s'est passé dans une autre banque de la place où on a ouvert le même compte, mais quelques jours plus tard,
puisque semble que le responsable de cet établissement bancaire est un haut cadre d'un parti politique. Ils ont non seulement fermé notre compte, fait même basse sur l'argent qu'il y avait, et ils ont licencié la dame qui a ouvert le compte. Mais passons rapidement, puisqu'on parle de dérive. On parlait de t-shirts brûlés et de tout le reste tout à l'heure. Je ne veux pas qu'on nous accuse de mauvaise publicité pour un établissement bancaire, donc je préfère ne pas vous donner le nom, mais voilà les choses que nous subissons. Ça, on s'en occupe plus tard. Pour le compte bancaire qui est dans un autre établissement bancaire qui, lui, a quand même accepté, puisque c'est légal ce que nous faisons, le numéro c'est 056 59 70 10 01. 056 59 70 10 01. La clé c'est 87. L'établissement bancaire c'est Afriland. Voilà. Donc, alors vous l'avez compris. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter et qui voudraient avoir ces coordonnées, ils peuvent aller sur un site internet, sur un compte Facebook. Comment faire? Bien sûr, sur Cabral Libye officiel, c'est Facebook. Même si Twitter est devenu depuis quelques jours un réseau social très, très fréquenté. Mais jusqu'ici, il est établi que le réseau social que les Camerounais fréquentent le plus, c'est Facebook. Et vous allez sur Cabral Libye officiel, c'est épinglé. Tout ce que je vous dis là est épinglé. Et vous trouverez toutes ces informations là-dedans. Même comme je regrette que certains de nos concurrents ont déjà torpillé ces informations, c'est-à-dire ils ont fabriqué exactement les mêmes affiches électroniques que nous, avec les mêmes couleurs, et ont changé de chiffre. Ah non. Et les font circuler dans les réseaux sociaux. Mais je vous dis, et ceux qui le font sont d'un parti politique qui se plaint d'ailleurs beaucoup, on en a parlé dans cette émission. Donc, voilà les réalités. En fait. Parfois, je me demande qu'est-ce que j'ai fait aux gens. J'ai rien pris à quelqu'un. J'essaye juste de convaincre mes compatriotes. Mais je ne vous apprends rien, vous savez ce qui se passe, parce qu'il m'est arrivé souvent de vous en faire part. Donc, voilà la réalité. Moi, je dis simplement aux Camerounais, allez sur Cabral Libye officiel, c'est une plateforme qui est sur Facebook. Vous pouvez nous aider. D'ailleurs, aujourd'hui même, dans le quartier Bonamou Sadi, parce que certains de nos camarades ont organisé des séances de levée de fonds depuis quelques jours. Bon, dans certaines villes, les autorités administratives acceptent, c'est-à-dire des réunions publiques de levée de fonds. Bon, dans d'autres villes, ils le refusent. Mais aujourd'hui, même dans le quartier Bonamou Sadi, je crois à partir de 18 h, ce que me précise encore le régional du mouvement, il y aura une levée de fonds publique au quartier Bonamou Sadi, à proximité de l'église, je crois. À proximité de l'église, marché au niveau du marché. Au niveau du marché. Voilà, je ne connais pas beaucoup la ville de Douala, mais je peux donner le numéro du départemental qui organise ça, monsieur Simplice Nyohe, 698 910 120. C'est son numéro, 698 910 120, 698 910 120. C'est le numéro de monsieur Simplice Nyohe, qui est le départemental du mouvement dans le Vouri, qui organise cette levée de fonds. Cabral Libye, donc, à Douala pour lever les fonds pour sa candidature. C'est une première, ça, au Cameroun, de voir des gens, un candidat qui demande aux gens de l'aider. Dans un contexte comme celui-ci, est-ce que ce n'est pas mal perçu? C'est effectivement, mais écoutez, il y a tellement de choses qui sont mal perçues. Lorsqu'on a lancé 11 millions d'inscrits, c'était déjà mal perçu. Et d'aucuns disaient, mais au nom de quoi il le fait? Quelqu'un qui se lève un matin et dit aux gens de s'inscrire, on le voit voyager, il le fait pourquoi? Ça veut dire qu'il roule pour Paul Biya, parce qu'il prend bien de l'argent quelque part. Cyril, il y a eu un tel recul en 30 ans dans ce pays que quand vous faites quelque chose de normal, c'est vu comme anormal. En fait, comme c'est le professeur Mounondiana, c'est son expression. Normaliser les cas pour écarter la norme. Mais je vous assure, il faut être sur le terrain pour vous en rendre compte. Vous savez, il y a des choses, mais c'est en train de changer. Au début, partout où j'allais sur le terrain, quand on avait fini la réunion, il se trouvait toujours une ou deux personnes qui me disaient, bon, on fait alors comment? Je dis, comment? Il dit, mais comment? Tu nous rassembles, on t'attend pendant 3 heures, tout ce que tu dis là, c'est très bien. Mon régional qui est ici, il est allé installer une antenne en Gambais, je crois. C'est le régional du littoral. Il a rassemblé les chefs, il a rassemblé les patriarches. Ils ont installé la coordination locale et ils ont répondu à toutes les questions. La réunion est finie, les gens étaient toujours assis. Et puis eux, ils étaient déjà embarrassés. D'ailleurs, il était à Marcel Fomo qui est là. Je vais vous dire comment ça se passe à faire. Je sais pas, il ne faut pas qu'il nous envoie de ce côté. Alors,
finalement, une autorité, une patriarcale est venue vers le régional, il lui a dit, écoute petit, tout ce que vous avez dit est bien. Vraiment, vous êtes intelligent. On sent même que le Cameroun, c'est vous. Mais là où vous êtes là, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous savez comment ils sont partis? Non. Ils ont fait semblant de répondre au coup de fil. Comme l'un d'entre eux avait la moto, ils ont détalé. Mais, par la suite, ils sont repartis là-bas pour demander pardon et leur dire qu'en fait, c'est parce que ce jour, on ne savait quoi faire. Bon, le patriarche leur a dit, on a compris. On n'avait rien. Mais globalement, mais avec le temps, au bout de quelques mois, les gens ont commencé à comprendre. Moi, j'ai vécu des choses maintenant. Vous avez vu des images quand j'étais à Mokolo. D'ailleurs, monsieur Amatoukou, avec qui j'étais là au studio avec moi. Ouais. Mais j'ai quand même été étonné que les mentalités, j'en ai pas été étonné, mais c'est pour ça que je me battais. Les mentalités ont commencé à changer, Cyril. Ouais. Je suis allé maintenant là-bas. Là, maintenant, c'est plutôt à moi qu'on donnait à manger et à boire. Et c'est moi qui étais désormais embarrassé parce qu'ils m'ont dit là-bas, on voit tes images partout, on dit que tu n'as pas l'argent, nous on ne te demande rien. Comme tu es là, on s'occupe de toi. Et maintenant, vous voyez souvent des images sur Facebook. Parfois, je rentre des villages maintenant avec des chèvres. Mais c'est parce que généralement, je les redonne. Je ne sais même pas si je devrais le dire à mes membres. Mais si je les ramenais chez moi, j'aurais déjà peut-être 5 ou 6 chèvres. Oui. Oui, parce que maintenant, quand je vais dans les villages, les gens me disent, OK, comme toi, tu dis que tu n'as pas l'argent, nous, on t'écoute et on te donne à manger. Donc, généralement, je rentre avec des chèvres et des plantains ou des pommes de terre. Ça dépend quand je suis à l'ouest, à Galim, c'était le cas récemment. Donc, il faut changer cette mentalité. Il faut qu'on sache que les héros, ces héros que nous admirons tous, les Wandje, les Osende Afana, Oumniobe et autres, mais Cyril, ils n'avaient pas d'argent. Qui les accompagnait? C'était le peuple. J'ai lu le dernier ouvrage de monsieur Eno. Déjà, il y a déjà Alain Icon qui donne 10 000 francs. Voilà. Ah ben, alors là... Il y a aussi... Il donne 10 000. Voilà. Et il écrit depuis EDA. Merci, monsieur Alain Icon. Mais c'est cela. Voilà. Il y en a d'autres qui sont en train d'écrire. Mais oui, c'est ça le peuple. Et moi, je suis heureux. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est pour moi une responsabilité. Parce que ceux qui me demandent souvent, après tout ça, qu'est-ce que tu vas donc faire? Et moi, je ne peux que leur promettre la fidélité à mes idées, la détermination dans mon combat. Et nous sommes ensemble dans ce combat, Cyril Bojiko. Donc, ceux qui perçoivent mal, parce que je sais qu'il y en a qui reviendront, ils se moquent. Vous avez suivi ce week-end. Oui. Des grands du pays ou les grands de certains partis. Ah ben écoutez, celui-là, ben, il fallait qu'il se prépare. Je vais même vous dire, j'ai été invité, bon, j'ai même été un peu surpris d'ailleurs de recevoir l'invitation de l'ambassade de France pour le 14 juillet. Et je vais vous raconter aussi l'anecdote. Donc j'étais à la cabine du véhicule de mon camarade qui me conduisait. Et net devant moi, c'était Laurent Esso qui descendait. Et il descendait sur un tapis rouge. Et de l'autre côté, il y avait un long rang où les gens passaient par les contrôles et tout ça. Donc, mon camarade me demande, je te laisse ici. Je dis non, en fait. Je vois que le ministre de la Justice est descendu là. Ça ne peut pas être... ça doit être pour les grands, quoi. Je traverse donc. Et il me dit, mais demande quand même aux gens ton ticket, s'il faut que tu t'alignes ou pas. Et puis je sors mon enveloppe, je la donne à un personnel de l'ambassade. Il me dit, mais non, monsieur Cabral, vous devez descendre sur le tapis rouge. D'accord. Donc, on fait demi-tour, je descends moi aussi sur le tapis rouge, et puis je suis conduit par deux, enfin là-bas il y avait tout un accueil, hein, par deux jolies hôtesses, et puis je me retrouve dans une salle, et puis dans l'ambassade, je me rends donc compte qu'il y avait deux camps en fait. Donc il y avait le public que je voyais, le public commun quoi, que je voyais aligné de l'autre côté, et puis les VIP. Donc en fait, je me suis retrouvé, subitement, dans le carré où il y avait que les membres du gouvernement, ils étaient pratiquement tous là. Et puis les ambassadeurs. Donc en fait, ils avaient aussi invité certains hommes politiques pour être de ce côté-là. Voilà, je me suis retrouvé de ce côté. Et puis, et tous les ministres, en fait, 3 ou 4, pas tous, je ne vais pas citer leur nom, qui m'ont donc vu là au milieu d'eux. Ah ben c'était la moquerie généralisée. Oui. Ah ben monsieur Cabral, vous venez, nous avons appris que vous n'avez toujours pas l'argent de caution. C'est vrai ça? Ah. J'ai dit oui, monsieur le ministre, j'ai toujours pas l'argent de caution. D'ailleurs, ça tombe bien, comme je me retrouve dans le carré VIP avec vous. Vous êtes citoyen après tout, et que vous pouvez très bien, indépendamment de votre appartenance politique, et puis ils se mettaient tous à rire, c'était l'hilarité générale. Et puis il y a l'un d'entre eux qui m'a dit, écoute Cabral, je leur ai pris l'exemple du président Aïdjo, le président Biya, ils m'ont dit, c'est de là que le ministre m'a dit, écoute Cabral, les temps ont changé. Si tu veux désormais être président de la République, tu ferais mieux de te retrouver d'abord dans notre camp et de te préparer par la suite. Et je leur ai dit jamais, justement. J'ai aucune envie de partir de votre camp pour combattre votre camp, parce que c'est une idée reçue que vous avez fait circuler pendant longtemps dans ce pays, comme quoi
pour vous opposer à vous, il faut d'abord émaner de vous. Sauf que tous ceux qui sont tombés dans ce piège et qui sont venus vers vous, soit s'en mordent les doigts, soit ont été absorbés. Parce que lorsqu'on rentre dans votre affaire, on est compromis 2 jours après et on ne lèvera plus jamais la tête. Résultat des courses, vous êtes hypocritement tous assis là. Vous priez le chapelet pour que Paul Biya meure, pour qu'enfin vous puissiez retrouver la liberté que vous permettra d'aspirer à certaines fonctions électives. Eh bien moi, si vous voulez vous m'aider comme tout le monde, j'ai mes comptes, j'avais mes papillons dans la poche quand même. Et je leur ai distribué ça, je leur ai dit, écoutez, nous avons nos comptes associations, faites-nous des Orange Money, comme tout autre citoyen, vous nous aidez. Mais si vous m'attendez dans votre camp, je ne viens pas. Donc, il y a cette condescendance là, malheureusement, dans notre environnement, qui veut que pour aspirer, vous savez, c'est d'ailleurs un homme politique de très forte renommée ici à Douala que je suivais un jour à la télé, M. Elimbi Lobet, qui disait que celui-là, il n'a même pas encore été conseiller municipal, il avait même dit des choses plus méchantes, mais il veut devenir président. Ben moi, j'aime toujours rappeler que Donald Trump, j'ai fait des études et des recherches là-dessus, il n'a même jamais été chef de classe. Donald Trump, le président, même chef de classe, je ne dis pas, parce que ça vous le sauriez, il n'a jamais été élu sénateur ou quoi que ce soit. Je dis même chef de quartier. Ses propres entreprises ont fait faillite 3 fois. C'est après la 3e faillite qu'il s'est repris et qu'il est devenu le richissime qu'il est. Mais même lui, le Parti républicain a levé des fonds pour l'accompagner dans sa campagne. Donc je voudrais briser, je voudrais que le peuple se lève et que nous brisions déjà cela. Voilà. On me dit que, un de mes proches me dit que M. Mouté Ambassa hier à STV a promis de donner 1000 francs. Et voilà. Ah bon, ok, M. Mouté Ambassa, je l'apprends à STV hier, a donné ses 1000 francs. Eh bien, je dis merci à M. Mouté Ambassa. Donc, puisque mon régional était à STV avec Armand Okol qui était pour le compte de notre action, ben, tant mieux, M. Mouté Ambassa. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tous RDPC ou que j'ai envie de vous retrouver là-bas. Ma détermination reste intacte de remplacer votre président le 2 novembre prochain parce que je compte bien prêter serment devant les députés de la République. Alors, merci beaucoup Cabral Libby d'être venu. On rappelle bien sûr les comptes pour ceux de vos militants qui veulent contribuer. Il y a beaucoup de réactions sur Internet, énormément. Beaucoup. Ok, je vais rappeler. Et les contributions? La levée de fonds qui a lieu ce soir, 6 98 91 01 20. 6 98 91 01 20. Pour MTN, le numéro c'est 650, c'est-à-dire transfert d'argent. Vous tapez 650 66 86 59, 650 66 86 59. Et pour Orange Money, c'est dièse 150 étoile 4 étoile 7 étoile 160 447, c'est-à-dire 1 6 0 4 4 7 étoile montant, étoile code secret dièse. Je reprends pour une dernière fois si vous me permettez. Dièse 150 étoile 4 étoile 7 étoile 160 447 étoile montant, étoile code secret dièse. Voilà. Et pour le compte qui est Afriland First Bank? Alors, pour le compte Afriland First Bank, ils peuvent se rendre là-bas, ils demandent simplement le compte association. Comment oui, oui, 11 millions. 11 millions. 11 millions. C'est le nom de l'association. Vous y allez, Afriland First Bank. C'est 056 59 70 10 01 056 59 70 10 01. La clé, c'est 87. Merci à vous, M. Thierry Bojiko, pour m'avoir donné la possibilité de le dire. Il y a ceux qui sont à l'étranger qui demandent comment contribuer. Ils sont très nombreux. Alors, ceux qui sont, il y a 2 plateformes. Ah oui, c'est l'occasion de le dire. Il y a 2 plateformes. Ceux qui sont en Europe, il y a la plateforme Hello Asu. En fait, j'ai découvert ça aussi parce que ce sont nos camarades de ce côté-là qui ont mis en place cette plateforme-là. Hello Asu. Hello, c'est H-E-2-L-O-A-2-S-U. Hello Asu. C'est une plateforme de contribution. J'ai même vu hier encore qu'ils étaient déjà, je crois, à près de 6 000 € de cotisation. Ils se sont donné l'objectif de 100 000 €. Donc ils sont à 6 000. À peu près, voilà, 6 000 quelque chose. Hello Asu, pour ceux qui sont en Europe. Et pour ceux qui sont en Amérique du Nord, il y a une autre plateforme. C'est www.cabral2018.com www.cabral2018
En un mot, hein, cabral2018.com pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Merci beaucoup, Cabral Libi. Vous voyez donc on s'était préparé. Ah ben ça, vous m'envoyez un peu étonné, je suis un peu surpris. Ne va pas. J'ai mal à la dent. Pardon? J'ai mal à la dent. Un mal de dents. C'est mauvais. Ça veut dire que vous avez un trou dans la dent parce que vous ne vous êtes pas brossé les dents avec du dentifrice. Que voulais-tu dire? Ma mère dit que vous devez vous brosser avec le dentifrice Colgate 2 fois par jour. Il sort maintenant dans un petit sachet de 12 grammes et à 100 francs. Tout le monde peut sourire à ce sujet. Un sourire éclatant pour un avenir brillant. Non,